Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain Nicolas Mathieu. Moi j'avais des complexes sociaux, des complexes culturels, parce que j'ai changé de monde en cours de route, je venais d'un monde pas cultivé, et que par la lecture j'ai réussi à compenser certaines choses. Et que si aujourd'hui j'ai pas honte dans un dîner, ou que je me sens moins complexé quand je rencontre des gens qui sont mieux nés que moi, c'est grâce à des livres. C'est dans les bureaux parisiens de son éditeur Actes Sud, au cœur du quartier latin, que j'ai rendez-vous avec Nicolas Mathieu. Si vous ne l'avez pas encore lu, son nom vous dit forcément quelque chose. Le 7 novembre dernier, ce Lorrain de naissance a décroché le prix Goncourt pour son deuxième roman, Leurs enfants après eux. Autant dire qu'il surfe encore sur une douce vague d'euphorie, lui qui partage son temps entre l'écriture et son travail de community manager à Nancy. Nicolas Mathieu a 40 ans, et Leurs enfants après eux puise dans ses souvenirs d'adolescent dans les années 90, dans une région sinistrée par la désindustrialisation. Son personnage central, c'est Anthony, un garçon de 14 ans qu'on va suivre durant 4 étés entre amour et violence, du triomphe de Smells Like Teen Spirit de Nirvana à celui de l'équipe de France de Zinedine Zidane. Avant de décrocher le Goncourt, ce roman puissant avait déjà séduit de nombreux lecteurs, par sa fibre sociale, son mélange de tendresse et de sensualité aussi. Autant dire que j'étais impatient de m'entretenir avec son auteur. Bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes l'invité de mon podcast qui s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et c'est le rituel pour tous les invités. Vous devez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec le titre du programme. Est-ce que pour vous, Nicolas, les gens qui lisent sont plus heureux ? C'est un titre, un intitulé qui me pose un problème à la base parce qu'il est tellement empreint d'une certaine idée du développement personnel que ça me heurte un petit peu à l'origine. Mais il faut bien reconnaître que certaines des plus grandes joies de mon existence, et puis ce qui lui a donné sens, et ce qui est là peut-être la discipline que j'ai depuis le plus longtemps, c'est la lecture. Donc effectivement, en tout cas, ne pas lire, moi ça me rend malheureux, je perds le cap. Parce que sinon, on est perdu sans la lecture. Ouais, c'est-à-dire que la lecture, moi, ça m'a servi à tellement de choses. Petit, déjà, le plaisir assez élémentaire des histoires et de l'imaginaire, que je retrouve aujourd'hui avec mon fils. Parce que je lui lis beaucoup d'histoires, je lui lis des poèmes et des histoires, et je vois comment il a cette rage de découvrir des histoires, le récit, les personnages, comment il veut que ça l'emporte. Et puis aussi cette joie enfantine des histoires, qu'elles soient répétées. Alors, et les enfants, c'est un truc assez marrant, ils ont toujours envie qu'on leur raconte la même histoire. Comme ça, ils en ont le délice sans l'anxiété. Et puis à l'adolescence, il s'est passé autre chose, c'est que c'est la découverte des écrivains, du style, et puis de ce sentiment de communauté. C'est-à-dire que tout va mal, vos parents sont des cons, la société vous emmerde, vous n'avez pas envie de jouer le jeu de l'école, tout est difficile. Puis vous êtes dans votre lit, vous lisez des livres, et vous avez ce sentiment de « Ah mais oui, c'est exactement ça ». Il y a des gens qui mettent pour vous des mots sur les choses, vous en éprouvez le soulagement, et puis aussi un sentiment de trouver dans la grande solitude du monde adulte des alliés, quoi, des gens qui sont d'accord avec vous, qui vont vous porter, qui vont mettre à votre place des mots sur les choses, qui vont vous fournir des armes pour faire la guerre aux imbéciles. Voilà, ouais. Donc la lecture, ça a eu cette vertu-là. Et puis peut-être une troisième vertu par la suite, c'est que moi j'avais des complexes sociaux, des complexes culturels, parce que j'ai changé de monde en cours de route, je venais d'un monde pas cultivé, et que par la lecture j'ai réussi à compenser certaines choses. Et que si aujourd'hui j'ai pas honte dans un dîner, ou que je me sens moins complexé quand je rencontre des gens qui sont mieux nés que moi, c'est grâce à des livres. Soit des livres qui m'ont apporté la culture qui me manquait, soit des livres qui m'ont aidé à déconstruire mes complexes sociaux. Genre la distinction de Bourdieu ou des choses comme ça. Donc je sais pas s'ils rendent plus heureux, mais ils m'ont permis à moi de me construire une place en ce monde. Ouais.
On parle de milieu social pas cultivé. Ça veut dire que les livres, vous êtes allé les chercher un peu par vous-même. Vous n'aviez pas forcément ce dont vous parliez par rapport à votre fils auquel vous lisez des histoires. Vos parents l'ont pas forcément fait pour vous? Si, alors ils avaient leur culture, c'est-à-dire, bon après ça c'est comme Hogarth a écrit des bouquins là-dessus, etc. Il y a une culture populaire qui est celle, c'était la France un peu France loisir. Et puis, non, il y avait des livres chez moi. Et puis, mes parents m'avaient abonné à J'aime lire, à Je bouquine. Ils me lisaient des histoires, ils m'en achetaient. Mais ils n'avaient pas... on lisait pas Proust, on connaissait pas Bernanos ni Camus. Voilà, c'était plus La bicyclette bleue et Christian Signol. Voilà, c'est un type de culture populaire. Donc, il y avait une culture, mais qui n'était pas la culture légitime. Et celle-là, la culture qui fait qu'on n'a pas honte de soi, ou en tout cas que ceux qui la détiennent ne sont pas en mesure de vous faire honte. Il a fallu que je l'acquière moi-même grâce à l'école et puis par ma curiosité. Et je sais que quand j'étais gamin, je passais un temps fou à la bibliothèque municipale. J'habitais une petite ville à côté d'Épinal qui s'appelait Golbet. Tous les mercredis, je descendais à cette bibliothèque avec mon bicross à l'époque, un gros sac à dos que je remplissais. Alors de livres, je me souviens des collections Mille Soleils, Bibliothèque verte. Il y avait aussi mes premiers émois. J'empruntais des revues, des vieilles revues de Métal Hurlant. Alors, il y avait beaucoup de femmes nues, ça me plaisait énormément. Je lisais ça un peu en cachette. Et je me souviens que je faisais une énorme provision aussi de bande dessinée quand on partait en vacances. Et mon père toujours s'alarmait en me disant « Mais on va pas emporter tout ça ». Ma mère disait « Mais si, c'est bon, ça passe ». Donc oui, voilà, les livres étaient très, très, très importants. Les bibliothèques, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand on achète un livre, ça coûte cher. Et c'est pour ça que tout le monde achète les mêmes livres, c'est pour pas se gourer, quoi. Quand on va à la bibliothèque, on peut prendre plein de choses, et puis on en ouvre un, ça nous tombe des mains, on laisse tomber. Voilà, il y a la possibilité de la variété, quoi. Et moi, je faisais vraiment... Enfin, je ramenais des sacs de 15 kilos de livres, de revues et de bandes dessinées, quoi. Et ça me prenait une semaine à dépioter ça. J'ai des souvenirs... de mercredi après-midi, de soir dans ma chambre d'enfant, où je faisais que ça, et c'était quand même un sentiment de Havre, d'île déserte, quoi. Est-ce qu'il y a un livre qui vous fait rentrer dans l'âge adulte? Est-ce qu'il y a un livre qui change tout? Parce que il y a les livres, voilà, des collections qu'on lit comme ça, un peu de manière un peu mécanique, et puis il y a tout d'un coup un livre qui nous fait changer de dimension. Ouais. En 4e, j'ai lu La Nausée. Alors, c'était costaud de Sartre. Et je crois que je ne l'ai pas très bien saisi, mais en même temps, j'avais un pote qui s'appelait Jean-Nic à l'époque, qui faisait du skate, qui était très en avance sur moi, qui connaissait bien la peinture, les cubistes, qui venaient d'un milieu plus bourgeois, qui avait des lectures plus avancées, qui m'avait dit « Tu vas voir, ça c'est génial ». Alors peut-être que j'ai aimé ce livre aussi pour lui plaire lui, je voulais qu'on soit potes. Ça compte ça aussi. Hein. Ouais. C'est à l'adolescence, les objets culturels sont aussi des signes de reconnaissance qu'on s'échange sous la table, quoi. Et donc j'avais lu ça et cette espèce de déprime, de poisse, de sentiment des jours sans fin, etc. Ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué et séduit. Je pense que j'avais lu ça au mois de novembre à Épinal. Je m'y retrouvais parfaitement, quoi, Roquentin. Il faudrait que je relise ça aujourd'hui. Et là, je me suis rendu compte que les livres, effectivement, c'était pas seulement du plaisir, du divertissement, qui s'y jouait quelque chose de plus dangereux, de plus fondamental, qui avait aussi à voir avec la souffrance, quelque part, hein, la difficulté d'être au monde. Et celui-là, et puis le portrait de Dorian Gray, je pense que c'est des lectures où d'un coup, je me suis dit, il joue dans la lecture quelque chose de plus crucial que ce que j'avais cru, quoi. Et plus tard, quand on se met à l'écriture, on a ces romans un peu fondateurs dans un coin de la tête. C'est comme une toile de fond, une espèce de modèle à reproduire, ou au contraire, il faut s'en affranchir? Moi, j'écris depuis que j'ai 7-8 ans, et le premier bouquin, je l'ai publié à 34. C'est-à-dire que j'ai été très, très lent. Et je pense parce que, justement, mes modèles, je les ai beaucoup copiés, en fait. J'ai longtemps écrit à la manière d'eux, pour essayer d'écrire les livres que j'aimerais lire, des choses comme ça, alors qu'il faut écrire ce qu'on peut, ce dont on est capable.
J'ai mis longtemps à me rendre compte de ça. Il y a une phrase fameuse du boxeur Joe Louis, qui était champion du monde poids lourd. Au terme de sa carrière, on lui a demandé quelles sont les leçons que vous pourriez tirer de votre carrière. Il disait j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. C'est la deuxième partie de la proposition qui est intéressante. Avec ce que j'avais. Faut pas écrire les livres que les autres ont dans le bide, quoi, sinon on n'y arrive pas. Donc ouais, longtemps, j'ai essayé de faire des livres un peu dandy, comme le portrait de Dorian Gray, qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. Je sais que la musique de Céline, après le Voyage au bout de la nuit, j'ai lu ça en première, j'avais 17 ans, c'était très entêtant. J'écrivais beaucoup à la manière de Céline. Puis plus tard, quand j'étais étudiant à Nancy, je crois que Bukowski a beaucoup compté, avec des histoires de poivreaux. Moi, c'est resté un peu ça quand même. Mais des histoires de poivreaux dans des rades, d'errance et d'histoires de femmes saoules. Ça, ouais, j'ai beaucoup copié ça. C'était des choses. Puis au fur et à mesure, on trouvait ses sujets et sa langue. Ça ne veut pas dire que les romans doivent être autobiographiques. Non, ça n'a rien à voir, ça. Parce que je vais être droit au but. Je me suis demandé quelle était la part de vous dans Leurs enfants après eux, parce que peut-être que autobiographiquement, en tout cas du point de vue des faits et des lieux, c'est pas vous, mais je me suis dit que, sachant la période où ça se passe, peut-être que dans le registre des émotions, du vécu, c'est complètement lui. Mais peut-être que je me trompe. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas moi du tout et c'est complètement moi. Donc c'est toujours une tension entre ces deux pôles. Je suis là pour les amorces des personnages. C'est-à-dire que souvent ça part d'une sensation ou d'une personne que je connais ou de choses que j'ai vécues. Les amours adolescentes à sens unique, ça a été très structurant pour moi. J'étais quelqu'un qui a pris beaucoup de râteaux et ça a laissé des plaies dont je me suis servi par la suite. Oui, Leurs enfants après eux, c'est un peu « il était une fois un râteau ». Absolument, c'est très bien dit, je m'en resservirai. C'était ça. Et un râteau, c'est infinitésimal dans une vie et en même temps, ça a une ampleur gigantesque, quoi. On peut bâtir... des sagas là-dessus, quoi. Et donc oui, il y a de ça. Et puis comme Assine, j'ai quand même passé beaucoup de temps à rien foutre avec mes potes, à fumer dehors dans le froid ou à écouter des albums de Bob Marley en attendant que ça se passe, quoi. Et comme Steph, ben voilà, j'avais un Bee-Wiz et puis je sillonnais la campagne à la recherche de quelque chose et il se passait pas grand-chose, quoi. Donc oui, il y a et toujours... comme Anthony Comme Anthony, ben voilà, Anthony, c'est peut-être le personnage dont je suis le plus proche parce qu'effectivement, il aime à fond perdu. Et puis là, ce rapport un peu d'amour taiseux avec son père, quoi. Donc ça, c'est des choses qui me parlent très fort et dont il est sans doute là oui, j'ai puisé dans mon expérience personnelle. Ouais. Qu'est-ce ce roman, qui vient de remporter le prix Goncourt, tout le monde a imprimé son titre partout, tout le monde en parle, tout le monde l'a pas forcément lu. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ce roman et qui n'a pas forcément été dit au moment où vous avez remporté le Goncourt? Ça, c'est une question compliquée. Qu'est-ce qui n'aurait pas été dit au sujet de ce roman? C'est difficile parce que, vous savez, on écrit un peu, en tout cas moi, un peu d'une manière somnambulique. C'est-à-dire que ça écrit à travers moi et je suis pas, j'ai pas la maîtrise de tous les tenants et les aboutissants. Ouais. Ça se fait dans l'écriture et ça se déploie. Après, on retravaille beaucoup. Il y a un effort de cohérence, de mise en tension de l'histoire. Au début, c'est comme une mousse, un texte, et puis ça devient le pont de Tancarville. Il faut que ce soit solide, etc. Mais les curseurs du sens du livre, finalement, on va les arrêter beaucoup avec les gens avec qui on parle. C'est les questions aussi qui me permettent de me définir. Donc, à la limite, ce qui n'a pas été dit de ce livre, ça va être c'est les regards de lecteurs qui vont le révéler. Aujourd'hui, je pense qu'avoir été quand même beaucoup lu, beaucoup inspecté. Inspecter, c'est drôle comme verbe. Absolument, parce que notamment au début, il y a des lecteurs... Il y a la patrouille des libraires qui est très efficace. Est-ce qu'ils méritent vraiment ouais. Et qui ont révélé j'avais laissé passer des anachronismes. Donc oui, il y a eu une inspection, un passage en revue comme à l'armée. Donc les libraires ont vu des choses que l'éditeur n'avait pas vues. Absolument, ouais. Donc c'est remonté très vite, on les a modifiés.
Il y avait notamment, dans les premières impressions, le personnage principal achetait un écran placement en 98, ce qui était techniquement possible, mais socialement peu probable, parce qu'il y en avait très très peu et ça coûtait très très cher à l'époque. Donc il y avait des détails comme ça qu'on a modifiés ensuite. Donc ouais, le livre a été fouillé de fond en comble. Souvent, c'est les gens qui me disent des choses que moi j'ignorais plutôt que l'inverse, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu avant de le lire, c'est la dimension sociale du livre. Et moi, ce que j'ai plus retenu, c'est sa dimension charnelle, la sensualité de l'écriture, la sensualité qui se joue entre les personnages, qu'ils découvrent eux-mêmes, parce que voilà, c'est le moment où on découvre ses premiers mois amoureux, même sexuels pour tous les personnages. Cette dimension très physique, moi, que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé? Parce que une scène, on va dire une scène érotique au cinéma, hein, ça peut tomber complètement à plat, et dans la littérature encore plus. Cette dimension sensuelle, est-ce que ça a été compliqué à retranscrire? Très. C'est-à-dire que vraiment, là, je me suis pris... là, vraiment, on s'y prend à deux fois. Déjà, quel est le postulat? C'est-à-dire, est-ce qu'on va le faire comme dans Top Gun, en contre-jour, ou est-ce qu'on fait ça plein cadre et on dit tout? Bon, moi, ma vision de la littérature, elle est quand même réaliste. Donc, il faut appeler un chat un chat. Donc, déjà, je m'astreins à une espèce de frontalité par rapport à ça. Il faut dire les choses. Et comme le reste, comme le rendu des rapports sociaux, comme le rendu de la chaleur sur les corps, il va falloir dire les choses telles qu'elles sont, et puis aussi, par le style, essayer de produire des affects chez le lecteur qui sont analogues à ceux qu'éprouvent les personnages. Alors ça, c'est une tannée à faire. C'est vraiment un boulot de dingue. Et on est vraiment... Les scènes érotiques, c'est une ligne de crête. Hein. On est toujours menacé par la pudeur et le ridicule, quoi. Vous voyez, il faut tenir vraiment... Parce qu'en plus, c'est relié... heureusement, c'est relié aux émotions. Alors, absolument, oui. C'est-à-dire qu'elles sont... À mon avis, elles ne sont jamais gratuites. Une scène érotique, comme toutes les autres, finalement, il est question de situation et de personnage, quoi. C'est bien de ça dont il s'agit. Donc voilà, il faut arriver à tenir tout ça. Tout a été écrit, en même temps, il faut essayer d'être un peu original, d'avoir voir son truc. Donc, jusqu'où on va? À partir de quel moment on s'arrête? Qu'est-ce que ça va dire de nous? Qu'est-ce qu'il faut taire? Et puis il y a eu des problèmes que j'ai réglés depuis belle lurette, mais qui étaient énormes au départ. C'est-à-dire que qu'est-ce que va penser ma mère quand elle lira ça? Au début, c'est des questions qu'on se pose, quoi. Ah oui, c'est vrai. Bah, ouais. Vous la remerciez, votre mère, à la fin du livre, d'ailleurs. Ouais, parce qu'elle m'a... Pas pour ces scènes-là, mais elle m'a beaucoup aidé pour les je me demandais. C'était ma prochaine question. Nous ne serons pas oedipiens à ce point-là. Non, oui, parce qu'elle m'a beaucoup aidé, notamment parce que l'écriture, on n'en parle pas souvent, mais c'est une question de discipline et de disponibilité. Et que moi, j'ai écrit ce livre quand même dans une relative précipitation et urgence. J'avais arrêté d'écrire pendant un moment parce que j'étais épuisé, parce que je pouvais plus. Et voilà. Et quand je m'y suis remis, j'avais un petit garçon dont je m'occupe à temps partiel parce qu'on est séparés avec sa maman. Et que voilà, des week-ends entiers où moi j'étais à la bibliothèque en train d'écrire, ma mère s'occupait de mon fils. Donc elle m'a permis d'avoir le temps nécessaire à la production de ce texte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que c'est un livre pour toutes les générations. Alors je ne sais pas s'il y a un âge minimum pour... on va pas le lire à un enfant de 7 ans, mais clairement les adolescents qui ont l'âge des personnages au début du roman peuvent le lire. Ça c'est bien aussi, non? C'est de pouvoir s'adresser à plusieurs générations dans un roman. Ouais, moi j'ai cette espèce de fantasme, que ce soit une auberge espagnole, quoi, que chacun puisse y entrer et que chacun y amène un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous êtes très sensible à la sensualité du roman, à l'éveil des sens, on pourrait dire, à l'apprentissage érotique et amoureux des personnages. D'autres ils sont beaucoup plus sensibles au caractère politique et social. D'autres vont y voir un livre de la nostalgie et d'une génération. Voilà, moi, il faut qu'il soit
ouvert largement. Et ça aussi, ça implique un effort dans le style, c'est-à-dire une relative transparence. C'est-à-dire qu'il y a une langue qui me ressemble et qui dit des choses de là où je me trouve et de ce que je veux faire, mais il ne faut jamais qu'elle s'exhibe au point où ça le ferait écran avec l'histoire, où ça deviendrait du coup une grille qui empêcherait les gens de rentrer. C'est pas un programme politique, hein, un roman. Alors vraiment pas. Alors, là, je pense que vraiment, comment tuer la littérature, c'est de faire des livres programmes. On me demande régulièrement si c'est un roman engagé. Mon Dieu, non. Est-ce que c'est un livre de gauche ou un livre de droite? Non, ça, évidemment pas, parce que l'auteur soit de gauche ou de droite, ça, je peux répondre à cette question. Moi, je suis de gauche. Mais le livre, il fait l'effort d'être, de reconstituer un monde. C'est-à-dire qu'il donne des raisons à tout le monde. Et que du coup, on peut y entrer par tous les bouts et il donne à réfléchir plus qu'il ne réfléchit. Donc chacun vient avec sa lecture, quoi. Et ça, c'est très important, hein, parce que sinon, on en fait un espèce d'objet mort dès l'origine, un caillou, quoi, et qui est plombant et qui va couler à pic. Non, il faut que ce soit comme le monde, ambivalent, riche, qui ait toutes sortes de portes d'entrée. Et pour revenir sur cette question du style une seconde, moi je suis très cinéphile et je me réfère souvent à des films entre Orson Welles et Ford. Moi j'ai choisi Ford, c'est-à-dire que c'est un style qui ne s'exhibe pas, qui fera jamais barrière. Vous savez, au tout début, Citizen Kane, un des premiers plans quand ils arrivent à Xanadu, quand la caméra arrive à Xanadu, c'est marqué « No trespassing ». Vous ne passerez pas. Et moi c'est l'inverse, c'est tout le monde peut rentrer, quoi. Et après on découvre plein de choses merveilleuses. Ben, j'espère, en tout cas, pas que merveilleuse d'ailleurs, je pense qu'il y a des leçons de vie cruelles aussi, et c'est un roman d'apprentissage, donc c'est un roman aussi de qu'est-ce que le temps fait à nos corps, à nos rêves, à nos désirs, à nos illusions. Chaque roman d'apprentissage, c'est un roman des désillusions quand même, hein, il faut bien se le dire. Mais c'est un gai savoir, parce que c'est en apprenant ça, ce qu'est vraiment la vie, avec ce qu'elle a d'amertume, qu'on peut en jouir pleinement pour ce qu'elle est. C'est un très beau livre de Deleuze sur Proust qui s'appelle Proust et les signes. Il explique justement qu'il y a une cruauté des apprentissages de la vie et une joie du savoir qui en a été tiré, parce qu'une fois qu'on le sait, on voit le tableau dans son ensemble, et c'est une jouissance très 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 profonde, mais qui a un prix. Ce podcast, je l'ai créé dans un moment où j'avais à nouveau très envie de lire et je me sentais empêché par les réseaux sociaux notamment, par un environnement qui vous pousse à lire beaucoup, mais par des petits morceaux, des petites conversations, des petites polémiques, et à ne plus prendre le temps. Et donc, avec tous mes invités, j'aborde cette dimension. Déjà, lire en 2018, est-ce que c'est une forme d'acte de résistance? Alors écrire, j'en parle même pas, mais déjà lire et mettre sur la place publique comme ça un livre et le proposer aux gens, est-ce que c'est leur proposer au fond d'être un peu des rebelles? Ça m'intéresse vachement, hein, ce que vous venez de dire là, parce que moi, depuis 2012, je fais du community management et je passe beaucoup de temps sur les réseaux. J'ai l'impression que ça a nui beaucoup à mon cerveau, que ça a fragmenté ma capacité de concentration, la longueur de temps. Qu'est-ce que c'est la longueur de temps? Prendre du temps pour lire, passer 2 heures à rentrer dans une histoire, etc. Et qu'aujourd'hui, je me sens addict aux réseaux sociaux comme on peut l'être au tabac ou à la cocaïne, quoi. J'ai un problème. C'est-à-dire que sans arrêt, quand je lis, je pose le livre pour lire. Sans arrêt, quand j'écris, j'interromps mon écriture pour aller voir ce qui se passe sur Facebook. Et comment vous êtes-vous guéri, j'ai envie de vous dire. Et moi, c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui. Enjeu, quel affreux mot. Mais aujourd'hui, je me demande comment me guérir, quoi. Je voudrais... Là, c'est pas possible, je suis tellement sursollicité, mais je voudrais fermer toutes les écoutilles et lire pendant 3-4 mois, ne faire que ça, quoi. Et des textes anciens qui demandent du temps et des efforts, et retrouver cette espèce d'hygiène de vie, d'hygiène de l'intelligence. Je me souviens d'une interview sur France Culture de Houellebecq à la sortie de son premier bouquin, où il disait « je me suis guéri de la dépression en lisant à haute dose, en lisant 15 heures par jour, quoi. » Je rêverais de revenir de ça pour me guérir du monde contemporain.
Et alors, vous avez dit que vous faites du community management. Ouais. C'est votre job Ouais, je travaille pour un organisme de surveillance de la qualité de l'air, comme Air Paris à Paris. Moi, je fais ça dans l'Est, ça s'appelle Atmo Grand Est. Et je fais des contenus pour le site web de cet organisme. Je tweete, je fais des posts Facebook. C'est moins agressif que les tweets d'un grand média ou Oui, oui, d'un absolument. blog à sensation. C'est pas, Mais il y a ce c'est pas, c'est pas Morandini, quoi. Non, mais il y a ce que je produis et Ouais. puis ce que je consomme. Et ma consommation des réseaux, elle est quand même assez frénétique. Et c'est un problème, quoi. Mais vraiment, hein, je pense que c'est une drogue dure. Et une drogue dure parce qu'elle aussi, elle modifie notre fonctionnement cognitif. C'est-à-dire qu'elle nous rend paresseux, elle nous rend accro à l'immédiateté, elle nous rend très perméable à la brièveté aussi. Alors qu'on sait bien que l'intelligence ne se construit pas comme ça. Alors face à ça, j'essaye de maintenir une discipline de lecture, de maintenir aussi une discipline d'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, c'est l'inverse de tout ça. C'est comment ça se déplie une pensée. L'écriture, c'est une discipline quotidienne pour vous? Ouais. Ouais, une discipline, comme on dirait, un sportif dirait qu'il se discipline pour sa performance. C'est-à-dire que je prends garde à mon sommeil, à ma consommation d'alcool, je me fixe un certain nombre de mots par jour. Tant que je les ai pas faits, je continue, quoi. Parce que les diversions sont nombreuses et que, ouais, c'est vraiment... Et puis vous travaillez toujours au moment où on se parle. Ouais. Là. C'est pas parce qu'on a gagné le prix Goncourt qu'on devient, j'allais dire, Harry Kéber, ou qu'on vit dans une villa au bord de la mer. Ouais, avec alors, les dividendes de son best-seller, non? Ça se passe pas comme ça, tout à fait. alors non, ça se passe pas comme ça. Et puis que moi, je suis très anxieux de la suite. J'ai l'impression que là, il y a un climax dans ma vie d'auteur dont je suis inquiet parce que j'ai très peur que ça marque une cassure dans un parcours d'écriture. Et puis aussi, j'ai très peur du hors-sol. C'est-à-dire que je suis un auteur réaliste. En ce moment, je passe ma vie dans des trains et avec des journalistes. Ouais. Okay, je vais dans des salons et dans des librairies. Et il se passe cette affaire des gilets jaunes. Et quelque part, je me dis, si j'étais au bureau, si j'allais chez mon cousin, si j'allais voir mes parents, je sentirais mieux ce qui se passe. Parce que j'aurais le discours réel de ce qui se dit dans ces instances-là, quoi. Donc j'ai très peur, ouais, de décrocher. Et là, vous le suivez justement, ce mouvement très mal. à travers les médias. Très mal parce que je le suis de loin et puis je le suis avec le temps qui m'est imparti, je manque de temps. Là, vraiment, je me souviens d'un prof en licence qui s'appelait Laurent Julier, qui est un grand professeur de cinéma, qui a fait des bouquins majeurs sur cet art, et qui nous disait: vous êtes étudiant et vous disposez du plus grand des luxes, dont même Steven Spielberg ne se dispose pas, du temps pour vous cultiver. Et aujourd'hui, je vis un espèce de conte de fées dans le bourgeoisement accéléré, mais je n'ai plus de temps. Alors, mon effort, ça va être de reconquérir ce temps qui ne m'est plus donné, quoi. Ça peut être ça le point de départ du prochain roman. Ou c'est peut-être trop narcissique comme histoire. Oui, non, je vais pas parler de moi surtout, mais ouais, c'est des soucis que j'ai en ce moment. Vous le savez bien, le marché des réseaux sociaux et de la communication, c'est le marché de l'attention. C'est comment notre attention est dérobée pour nous vendre autre chose. Alors comment on fait pour reconquérir une capacité d'attention qui nous donne une intelligence du monde plus approfondie? Alors vous écrivez tous les jours, malgré les sollicitations des journalistes. Vous lisez aussi tous les jours, j'imagine. Ouais. Vous lisez beaucoup. Vous lisez quoi en ce moment? En ce moment, je lis Le Lambeau de Lançon. Je lis Persévérance, des entretiens de Serge Danet avec Toubiana. Et puis je lis Zone de Rollin. Olivier Rollin, je crois. Non, Jean Rollin. Donc voilà, moi j'ai toujours plusieurs bouquins en cours et je passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est ça mes lectures en ce moment. On dit beaucoup, je ne sais pas si c'est statistiquement prouvé tous les ans, que le prix Goncourt, c'est un des romans, sinon le roman le plus offert à Noël.
Nicolas, si on a déjà offert leurs enfants après eux à sa famille, à ses amis, quel roman vous aimeriez recommander, vous aimeriez offrir à vos proches à Noël? Il y a vraiment un auteur, une auteure pour lequel je sonne le tocsin là depuis plusieurs mois parce que enfin, c'est tellement formidable ce qu'elle fait, Maria Pourchet. Et il y a des veines très différentes dans son œuvre. Champion, qui est un grand roman un peu salingerien et comique. Vraiment, c'est très rare hein, de rire quand on lit. Et là, vous êtes dans votre lit et vous gondolez, vous réveillez votre femme tellement vous riez. Champion de Maria Pourchet, et puis elle en a publié un à la rentrée qui s'appelle Toutes les femmes sauf une, qui est dans une veine complètement différente et qui est sur le matrilignage, ce que les femmes font aux femmes de mère en fille, qui est une merveille, quoi. Enfin là, c'est des livres qui, quand on est auteur, qui nous bousculent parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut être jaloux ou admiratif, quoi. On est un peu les deux, et puis à la fin, je me suis agenouillé devant ce livre. Je me suis dit, putain, quel bouquin, quoi. Parmi vos rivaux des prix littéraires, est-ce qu'il y en a un qui vous a plus plu que les autres et que vous aimeriez offrir à Noël? Bah, j'en ai pas, je les ai pas tous lus, mais c'est vrai que depuis le départ, on a eu quand même des rapports super chouettes et que le bouquin est assez formidable. Reverdy, ouais, j'aime bien. Ouais. Oui. Et le bouquin est chouette et le type est vraiment très agréable. Et pendant le concours des lycéens, j'ai eu des moments difficiles, moi, les lycéens qui m'ont renvoyé des trucs sur le roman qui étaient désagréables parce que ça avait heurté leur pudeur, parce qu'ils estimaient que c'était cliché, parce qu'ils me reprochaient la noirceur, etc. Et il était très bon camarade à ces moments-là. Je lui en sais gré. Qu'est-ce que vous aimez dans son roman à lui, alors? Plein de choses. C'est l'élan, et puis aussi un peu comme ce que je fais moi, le passage de la petite à la grande histoire. Lui, il s'intéresse au thatcherisme, enfin voilà, aux années Thatcher en Angleterre. Et puis c'est aussi plein de musique, comme le mien. Lui, c'est très punk, etc. Donc voilà, c'est un roman qui va vite. Et un grand classique que vous pourriez offrir à Noël? Bon, il y a vraiment... j'ai un goût pour Céline et Flaubert qui est considérable. Et que, voilà... Mais c'est peut-être... Vous savez, quand on offre des livres, on essaye toujours aussi d'offrir des livres secrets. Il y a un livre que j'achète beaucoup et que j'offre beaucoup de Michel Bernstein qui s'appelle Les Chevaux du Roi, qui est une espèce de variation sur les liaisons dangereuses, mais dans le Paris des années 50, avec un personnage qui ressemble beaucoup à Guy Debord, dont elle était l'épouse. C'est un livre qui est formidable, d'intelligence, de vivacité, de cruauté. C'est un peu Sagan chez les situationnistes, quoi. C'est très très bon. Et puis ça parle d'un Paris qui est magnifique aussi. C'est très witty, c'est plein d'esprit. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup Debord pour ses intuitions philosophiques et sa pensée, mais aussi comme écrivain. C'est-à-dire que les bouquins après La Société du spectacle sont écrits dans une langue qui est prodigieuse, vraiment. C'est-à-dire c'est un héritier à sa manière, et comme Manchette par ailleurs. Les grands styles du XVIIe et du XVIIIe français, c'est des styles sanglés à coups de fouet, c'est des lames, quoi. C'est des lames, vous savez, ça me fait penser aux toiles de Fontana qui met des coups de rasoir dans des lames, dans des toiles vierges. Et ben, il y a des phrases de Debord, ça fait ça, quoi. Et ces coups de fouet-là, c'est très très rare. Hein. Et Nicolas, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a parlé de plein de choses. Je ne vous ai pas trop psychanalysé non plus. Ça va, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Là, ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième partie à la sortie de votre prochain roman. Avec plaisir. Vous y avez déjà pensé ou enfin, on en a pas. Ouais. Il est en train de pousser. C'est-à-dire qu'il est. Alors moi, je suis pas un planificateur, j'ai pas de plan, je suis pas en train de construire le roman, mais les personnages sont en pleine croissance. D'accord. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux
et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Si vous voulez retrouver les romans évoqués par Nicolas Mathieu durant cet entretien, rendez-vous dans les notes de ce podcast. À bientôt et bonne lecture!